à tous, vous allez bien? Vous révisez à fond? Vous êtes prêts pour l'Apocalypse? C'est demain l'Apocalypse. Pour l'après-Apocalypse, pour le millénium, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais ça dépend si vous êtes pré-tribulationniste ou post-tribulationniste. Bon, c'est des choses que vous ne connaissez peut-être pas, mais voilà, c'est la question, c'est la grande question de savoir est-ce qu'il faut passer par la grande tribulation avant de voir venir le Messie sur ses grands chevaux, etc. etc. Mais non, la grande tribulation, c'est pour demain. C'est pour demain la grande tribulation. Bon, on va continuer à travailler, on va aussi réviser, on va voir. C'est l'occasion ici aujourd'hui de répondre à des questions que vous pourriez avoir. C'est-à-dire que si vous avez travaillé, il est possible qu'il y ait tel ou tel point qui ne vous ait pas paru d'une évidence absolue et donc que vous souhaitiez que nous revoyions ici en classe, c'est l'occasion. Je suis là pour ça. Je propose peut-être de prendre un verbe et de conjuguer un verbe, par exemple, en lien à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Ça peut être un bon exercice. Et peut-être même que quelqu'un a envie de venir au tableau pour conjuguer un verbe au PL. C'est l'occasion jamais de réviser, de faire des erreurs, pour corriger les erreurs, pour être fin prêt pour demain. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir au tableau Mais oui, viens. Bon, alors, Ant, elle triche en plus parce qu'en fait, elle est à distance et donc elle passe son oral aujourd'hui. Et donc, c'est un moyen pour elle de conjurer le mauvais sort, de dire, bon, allez, je fais une sorte de pré-oral maintenant. Comme ça, tout à l'heure... Alors, tiens, je te laisse le stylo. Qu'est-ce qu'on va conjuguer comme verbe vous avez... Si, la racine kof dalet... Bah, tiens, je te laisse le stylo. La racine kof dalet shin. Kof dalet shin. Ça veut dire quoi, cette racine? Oui, c'est la racine de la sainteté, sanctifié. On va le faire au piel, donc, au piel qui signifie donc sanctifié, non pas être saint. On serait au cal, ça voudrait dire être saint. Au piel, c'est du factitif, sanctifié. Donc, on va faire au piel, au yiktol du piel. Tu vas un peu vite. Tu vois, ton stylo n'arrive pas à suivre. Elle est d'une dextérité admirée quand même. Comment on peut enlever ça? Bah attends, regarde, tu prends la gomme ici, hop, et puis ensuite tu enlèves ça. Voilà, et ensuite tu remets le stylo. Tiens. Donc elle est sur les starting blocks, vous voyez, c'est comme tous les sportifs, chaque geste est mesuré, elle commence par recopier sa racine frénétiquement. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que c'est ce dagesh là? La marque du piel. Donc déjà, avant d'oublier, elle met un dagesh dans la deuxième radicale. Très bien. Ensuite, tu mets les préformantes, d'accord. On te regarde. C'est pas grave, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Il n'a pas bien, c'est pas bien affiché. Voilà. Donc les préformantes, Aleph, Taf, Tav, Yot, Tav, Nun, Taf, Tav, Yot, Tav. Est-ce que ces préformantes sont spécifiques au PL? Non. Vous aurez les mêmes préformantes quel que soit le schème. Que vous soyez au PL, au Nifal, ou au Ifil, ou n'importe quoi, vous aurez toujours Aleph, Taf, Tav, Yot, Tav au singulier, et au pluriel, Nun, Taf, Tav, Yot, Tav. Ce qui va changer, effectivement, c'est la vocalisation. Là, en l'occurrence, au PL, il n'y a pas de voyelle. Donc, vous mettez un cheval.
Attends. Vaut mieux, tu sais, vous notez comme ça, vaut mieux effacer, tu vois, ou aller en arrière. Attends, on va aller. Parce que là, je sais pas si la gomme est un peu longue. Voilà, recommence à mettre ta voyelle. Donc ensuite, elle met les voyelles sous la racine, donc un A et un E. Alors, patard sous la première radicale, serré sous la deuxième. Tu avais déjà mis le serré ici, en fait. Patard sous la première radicale. Et là, alors pourquoi tu as mis un schwa? Parce qu'il y a une voyelle qui tombe et l'accent est sur... Ouais, l'accent est sur le quoi? Sur la dernière syllabe. Ouais, d'accord. Donc il y a une voyelle qui tombe. Donc il y a la voyelle qui tombe, d'accord, très bien. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, hein, j'aurais pas grand-chose à redire. C'est terrible. Vous savez que les profs ne vivent que pour le plaisir de mettre des mauvaises notes. Vous voyez Camille est post-formante. Una au pluriel, hein, à part la première personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as un doute? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met comme voyelle? Ouais, c'est bon? Ça vous plaît? Est-ce qu'il y a des choses à corriger? Oui? Pour le deuxième pluriel, Ouais. c'est pas un tiré, c'est un schwa. C'est pas un serré, c'est un schwa. Tu vois, tu as noté teka déchou et c'est teka chou. Alors, comment est-ce qu'on sait que c'est un schwa et pas un serré? Voilà, c'est ça. La post-formante est de type voyelle. Et quand la post-formante est de type voyelle, elle prend l'accent et elle fait chuter la prétonique. Donc l'accent va se retrouver ici. Vous n'êtes pas obligé de noter l'accent sur la dernière. Si vous ne signalez pas où est l'accent, j'en déduis que vous le placez sur la dernière syllabe, ce qui est bon en l'occurrence. Mais il faut penser à faire tomber la prétonique. Donc c'est tekachu. OK. Autre correction. Il manque un patard. Où ça? Oui, là. Oui, c'est ça. Il manque des patards ici. Voilà. Et ici, en fait, il manque le schwa ici. Là, elle a mis un seul point, il en manque un deuxième. Elle a peut-être voulu en mettre un deuxième, mais j'ai pas pu voir parce que elle est très vite. Comme vous pouvez voir, elle va très vite. Donc, j'ai pas bien vu si c'était juste qu'elle avait oublié de mettre le deuxième point. Mais effectivement, là, elle avait carrément oublié de mettre le schwa. Ici, elle a oublié de mettre les patards. Alors où ça? Ici, là? C'est pas inséré? Au-dessus, c'est un schwa. Donc au-dessus, là, donc un schwa ici. Le même problème, tekachu, yekachu. On est d'accord? C'est le même phénomène. Post-formante de type voyelle, prend l'accent, fait chuter la prétonique. Mais c'était pas ça que tu voulais dire, Inmi. En bas aussi, c'est un schwa. Inmi dit que c'est un schwa. Vous êtes d'accord? Non. Ah. À côté, il y a un schwa. Alors, ici, on va regarder le serré. Comment on sait si on garde le serré? Là, j'ai ajouté une post-formante. Ici, j'avais jeté un OU. Ici, j'ai ajouté un A. Quelle est la différence entre ces deux post-formantes? Donc, ici, j'ai une voyelle. Ici, j'ai une consonne et une voyelle. Et donc, si j'ai une post-formante de type consonne-voyelle, est-ce qu'elle prend l'accent? Non.
Donc l'accent va rester là. D'ailleurs, elle l'a noté. Vous voyez l'accent ici? Tekadeshna. Et comme la syllabe reste accentuée, la voyelle ne va pas tomber. En revanche, effectivement, sous le shin, absolument, il y aura un shva qui ne résulte pas de la chute d'une voyelle, puisqu'il n'y a jamais eu de voyelle sous le shin. Mais c'est juste qu'une consonne suivie par une autre consonne prend un shva qui est sans. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de voyelle. Donc il faut penser. Donc c'est directement, le shin est directement suivi par une autre consonne, sans passer par une voyelle, et cette absence de voyelle est signalée par un shva. Donc, qui veut dire rien, je le rappelle. Donc, ça vous dit, qu'est-ce qu'il y a comme voyelle? Rien. Et rien, c'est un shva. Donc, tekadeshna, pensez à noter votre shva. Et donc, du coup, la même chose ici. Et du coup, ici, là, tu avais mis un shva, alors que là, c'était faux, il fallait garder le tséré. Si cette voyelle, si la blague est accentuée, tu l'as mis, tu as mis l'accent ici, évidemment, il faut qu'il y ait une voyelle. Donc, tekadeshna. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non? Alors, attendez, je vais regarder. Oui? Les règles pour les consonnes voyelles. Ouais. Est-ce que c'est que pour les verbes ou c'est pour tous les verbes? Non, c'est que pour les verbes. C'est que pour les C'est verbes. que pour les verbes. La règle n'est pas la même. En fait, ça va dépendre. Mais oui, globalement, ça marche pour les verbes. Oui, ça marche globalement pour les verbes. Pour les noms, les adjectifs, c'est un peu différent. En même temps, on verra les pronoms possessifs, disons. Hein. Il y aura un autre cas de figure, c'est celui des pronoms possessifs, mais on ne les a pas encore étudiés. Donc ça, c'est vraiment les règles que je vous ai données, c'est quand vous construisez vos formes verbales. Alors je vérifie, hein, si vous voyez rien. Donc akadesh, tekadesh, tekadshi. Il manque le chirek ici. Attention. Hein, c'est bien de penser à mettre la finale yod ici, mais n'oubliez pas que la post-formante, ce n'est pas une post-formante yod, c'est une post-formante i. Donc c'est une post-formante i, la post, c'est une formante de type voyelle. Alors cette voyelle, c'est un chirek avant tout. Vous pouvez mettre une mère de lecture yod, mais vous ne pouvez pas faire l'économie du chirek. Il faut vraiment le mettre, sinon c'est une faute. Tekachi, yekadesh, tekadesh. D'accord? Ensuite, nekadesh, tekadshu. Tekadeshna, Yekachu, Tekadeshna. Bon, c'est pas mal. Voilà, donc quelques petites fautes. Je sais que ce n'est pas évident d'écrire sur un tableau blanc interactif. J'espère que ce sera plus facile pour vous d'écrire sur du papier. Mais demain, prenez soin d'écrire de façon lisible. Parce que si j'ai un doute pour dire, est-ce que vous mettez un point, est-ce que c'est un point au-dessus du shin ou est-ce que c'est un chirek en dessous là, vous voyez, si vous espacez bien vos formes, si vous laissez de la place entre chaque ligne, voilà, ça me permet de ne pas avoir de doute. Et si à un moment donné j'ai un doute, je compte faux. Donc écrivez lisiblement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? C'est bon? On continue notre petite révision. Ça, c'est donc pour le yiktol. On a vu ensuite les conjugaisons dérivées du yiktol. Alors, est-ce que quelqu'un veut venir, toujours avec le même verbe, écrire, qu'est-ce qu'on va faire? L'impératif ou le coortatif? Ouais, le coortatif. Est-ce que quelqu'un veut venir au tableau? Pas compliqué le coortatif, c'est vite fait, 30 secondes. Non, personne. C'est un bon moyen pour vous de réviser, hein. C'est vous qui êtes perdant si vous n'êtes pas. Ah oui, si tu ne le sais pas, tu ne le sais pas, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai. Donc personne n'a travaillé depuis la semaine dernière, bravo. La planète entière contemple notre manque de travail. La réputation de Strasbourg s'en trouve ébranlée jusqu'aux confins de l'univers. Alors, pour faire le coortatif, ce n'est pas très compliqué. Il faut ajouter une post-formante A à la première personne. Le coortatif, c'est le volitif de la première personne. Vous mettez une post-formante A. Et cette post-formante A, comme c'est une post-formante de type voyelle, elle va prendre l'accent et elle va faire chuter la prétonique. Donc, akacha. Pareil au pluriel, post-formante A. Vous écrivez kametz avec une mère de lecture E qui prend l'accent et qui va du coup faire chuter la prétonique. Nekacha. Akacha, je veux sanctifier. Akadesh, je sanctifie. Akacha, je veux sanctifier. Nekadesh, nous sanctifions. Nekacha, sanctifions.
Donc ça, c'est pour le coortatif. Ensuite, pour la deuxième personne, on a l'impératif. L'impératif eh bien, se construit en enlevant la préformante, tout simplement. Donc, il suffit d'enlever à la deuxième personne la préformante et vous avez votre impératif. Te kadesh, tu sanctifies. Kadesh, sanctifie. Te kadshi, tu sanctifies. Toi, femme, kadshi, sanctifie. Ensuite, vous aurez kadshu, sanctifié. Et kadeshna, sanctifié. Vous, femme. Voilà. Donc, vous faites votre impératif très simplement de cette façon-là. Le jusif, on a vu qu'au piel, pour les verbes forts, il n'y avait pas de différence. Donc, rien à apprendre, le jusif est confondu. C'est uniquement dans le contexte, en lisant votre phrase, que vous arriverez à, peut-être, à dire « Ah, mais au fait, ce que je vois là, ça n'est pas un indicatif, c'est un volitif, c'est un jusif. » Au lieu de dire « Il sanctifie »,« Qu'il sanctifie » ou « Qu'elle sanctifie ». L'infinitif, oui? Non, non, vous l'avez aussi au pluriel. Yekachu, qu'il sanctifie au pluriel. Tekadeshna, qu'elle sanctifie au pluriel. C'est la troisième personne. Donc, première personne, c'est le coortatif. Deuxième personne, c'est l'impératif. Troisième personne, c'est le jusif. Alors, le jusif, vous pouvez même le trouver parfois à la deuxième personne, en particulier pour les ordres prohibitifs. Non pas on donne l'ordre de faire quelque chose, mais on interdit de faire quelque chose. Et là, on n'utilisera pas l'impératif. Kadesh, je vais dire sanctifie, c'est un ordre, je te donne l'ordre de sanctifier, à toi homme ou à toi femme, kadshi, je te donne l'ordre de sanctifier. Si je t'interdis de sanctifier, je vais mettre la négation al et non pas lo, hein, c'est la différence entre la négation lo à l'indicatif et al donc au volitif, al, et au lieu de dire al kadesh ou al kadshi, on utilise l'impératif, je n'utiliserai pas l'impératif, j'utiliserai le jusif, qui en l'occurrence est confondu ici avec l'indicatif. Donc al te kadesh, c'est ne sanctifie pas. Donc vous pouvez donc trouver le jusif aussi à la deuxième personne. Mais comme je vous disais, dans le cas présent, au pluriel, pour les verbes forts, vous ne verrez aucune différence. Donc c'est dans le contexte que vous savez si c'est du justif ou alors si effectivement vous avez la négation al. Ça vous met la puce à l'oreille. Donc je disais, donc ça c'est pour le justif. Bon, rien, finalement pas grand-chose à dire pour le justif puisqu'il est confondu. Pour l'infinitif, vous allez reprendre le même principe que pour l'impératif, à savoir que vous allez enlever tout ce qui est préformante et postformante. Je vous disais, l'idée de l'infinitif, c'est comme vous exprimez l'action du verbe, mais sans que ce soit à une personne donnée, bah, vous prenez la forme de la racine avec donc les caractéristiques du piel, à savoir le dagesh, qui n'est pas propre au piel uniquement, hein, vous retrouvez aussi au poual et au itpael, mais disons ces trois conjugaisons, piel, poual, itpael, avec le dagesh fort, et puis les voyelles a et, qui sont caractéristiques du piel au yictol, mais sans préformante ou postformante, kadesh, c'est l'idée donc de sanctifier de manière générale, c'est l'infinitif construit, c'est l'infinitif le plus fréquent. Il y a aussi un autre infinitif qui est avec d'usage beaucoup plus restreint, qu'on appelle l'infinitif absolu, et en général qui correspond à l'infinitif construit avec quelques petites modifications vocaliques. En l'occurrence, ici, si mes souvenirs sont bons, on changera juste la voyelle, on mettra kadosh, quelque chose comme ça. Je ne suis même pas sûr que partout au piel dans la Bible, on observe toujours ce changement de voyelle. Je vous dis, l'infinitif absolu, c'est une forme verbale qui est rare et qui en plus s'est perdue. C'est-à-dire que dans les phases postérieures de l'hébreu, l'infinitif absolu a disparu, on ne l'utilise plus. Donc c'est vraiment propre à l'hébreu ancien, disons. Donc on peut le retrouver à l'état de vestige, mais on sent qu'à des époques postérieures, là où peut-être on aurait attendu l'emploi d'un infinitif absolu, on voit que le rédacteur utilise un infinitif construit, parce qu'il ne connaît plus l'infinitif absolu. Donc moi aussi, j'ai tendance à oublier l'infinitif absolu, et peut-être que vous aussi, vous aurez tendance à oublier l'infinitif absolu, mais il faut vous en souvenir pour demain, bien sûr. Et puis enfin, le participe, qui lui aussi se construit à partir du yictol, en utilisant une nouvelle préformante, non pas Aleph, Tav, Tav, Yod, Tav, Nun, Tav, Tav, Yod, Tav,
qui sont des préférentes personnelles qui vous indiquent la personne première, deuxième ou troisième personne, eh bien le participe, tout comme l'infinitif, n'a pas de personne. Vous ne pouvez pas dire c'est première, deuxième, troisième personne. Donc vous allez utiliser une autre préformante, en l'occurrence un même. Et donc, je vais l'écrire sur une autre page. Vous allez avoir cette préformante même. Sinon, pour le reste, la vocalisation est strictement la même. Vous allez retrouver donc le dagesh dans la deuxième radicale, les voyelles A, E. Donc, vous la construisez comme vous construiriez une autre forme, sauf avec une préformante même. Cette préformante même vous indique qu'on n'est ni à la première, ni à la deuxième, ni à la troisième personne. C'est simplement un participe. Ce participe se comporte comme un adjectif. Et donc, on peut le mettre comme tov au féminin ou au pluriel, l'état construit, etc. etc. Donc, un participe est comme un adjectif. Donc, vous allez pouvoir le mettre au féminin. Alors, je vous disais, la forme féminine la plus fréquente va en fait garder le tav du féminin. Donc, j'ai mekadesh, et puis je voudrais ajouter un tav, quelque chose comme ça, mekadesht. Mais le problème, c'est que deux consonnes qui se suivent en fin de mot, on n'aime pas ça en hébreu. Donc, je vais insérer une voyelle qui va me permettre de lier les deux, qui va séparer comme ça les deux consonnes. Au lieu de dire mekadesht, je vais dire mekadeshet, avec un petit et comme ça. Hein, la voyelle la plus neutre, disons, parmi les 7 timbres en hébreu, c'est le ségol. Un petit « est » ouvert comme ça, ce n'est pas une voyelle fermée, ce n'est pas un « a », c'est un peu intermédiaire, c'est un ségol. Et donc, cette voyelle ici est une voyelle artificielle. Hein, elle a été ajoutée de façon postérieure et uniquement pour faciliter la lecture. Donc, elle ne saurait prendre l'accent, bien sûr. Donc, l'accent va rester là. Mekadesh, mekadeshet. Et la seule chose qu'elle va faire éventuellement, c'est de colorer cette voyelle-là aussi. Rétroactivement, je vais contaminer, on appelle ça des phénomènes de contamination. Le ségol qui est ici va contaminer le ségol qui précède, enfin la voyelle qui précède, qui va être aussi un ségol. Donc vous allez retrouver avec 2 ségols en fin de mot. Le premier des deux est pourtant l'accent. On appelle ça un ségolé, une forme ségolée. Donc c'est une forme ségolée. Une forme ségolée, c'est une forme qui se termine par 2 ségols, le premier portant l'accent, le deuxième étant uniquement artificiel. Et ce phénomène d'ajout de petites voyelles d'appui, on appelle ça une anaptyxe. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce mot de vocabulaire, mais c'est quand même la classe de pouvoir discuter comme ça, quand vous êtes en train de boire une bière en ville, de dire « Ah là là, aujourd'hui, on a vu des anaptyxes. Voilà. Quelque chose comme ça. Ou alors, si vous êtes en train de pester contre le score du match de foot entre le PSG et Barça, ou je sais pas. Voilà. L'anaptyxe, c'est que pour les ségolés, ça peut... Non, théoriquement, on pourrait imaginer une anaptyxe dans d'autres cas. Il se trouve qu'en hébreu, la voyelle qui sera préférée, ce sera un ségol. On aura des cas où on aura autre chose qu'un ségol, en particulier avec les gutturales. Pourquoi je vous parle des gutturales? Est-ce que vous vous souvenez des caractéristiques des gutturales? Elles n'aiment pas le dagesh, d'accord? Elles n'aiment pas le schwa mobile en particulier. Des fois, le schwa quiescent, elles le supportent, mais le schwa mobile, il va être coloré. Et puis, troisièmement, elles aiment le son A. Et donc, si vous voulez mettre en place une anaptyxe alors qu'entre 2 consonnes et que l'une des deux est une gutturale, en particulier la première des deux, elle va préférer un son A. Et là, à ce moment-là, tu risques d'avoir un patard plutôt qu'un ségol. Voilà. Ce n'est pas systématique, mais en général, elle va préférer un patard. Donc, on appellera quand même ça un ségolé, d'ailleurs, ce qui est un peu abusif, puisque de fait, il n'y aura pas de ségol. Mais ce sera donc un phénomène d'anaptyxe, cette fois-ci avec un patard. Donc, mekadeshet, vous pouvez aussi avoir la forme normale, celle à laquelle vous êtes habitué, avec un A donc à la fin. Mekadesha. Alors, vous voyez, si j'ajoutais mon A si j'ajoute mon A à la fin, je vais hésiter entre les règles, c'était Inmi qui me posait la question de dire est-ce que ces règles d'ajout de finale, est-ce que ça marche que pour les verbes ou est-ce que c'est pour tous les mots? Et je lui dis non, c'est que pour les verbes.
Tu vois, derrière une forme verbale, si tu ajoutes une postformante de type voyelle, elle prend l'accent et c'est celle qui précède, c'est la prétonique qui chute. Et là, du coup, on a un participe. Et on se dit, ah, c'est un participe, donc c'est une forme verbale, donc je vais faire chuter la voyelle qui précède. Mais en même temps, ce participe, c'est aussi un adjectif. Et pour les adjectifs, on a vu que ce n'était pas la prétonique qui tombait, on a vu que c'était l'antéprétonique qui tombait. Je vous rappelle l'exemple de Gadol. Vous voyez, quand j'ajoute mon A à la fin, au féminin, donc Gadol c'est grand, Gadola c'est grand 2, eh bien j'ajoute un A à la fin qui est de type voyelle. Ce type voyelle, il ne fait pas tomber comme ça la prétonique, on ne dit pas Gadla, non, elle fait chuter l'antéprétonique. Et c'est pour ça que je te disais, ce n'est pas les mêmes règles pour les adjectifs ou les noms, puisque pour les adjectifs ou les noms, si j'ajoute une postformante de type voyelle, en fait, elle va faire chuter l'antéprétonique. Et donc d'un côté, vous avez les règles pour les adjectifs et les noms qui vous disent c'est l'antéprétonique qui tombe. J'ajoute une voyelle, je fais tomber l'antéprétonique. Ça, c'est pour adjectifs et noms et les noms. Alors que pour les verbes, on a vu que donc ça c'est la prétonique. L'antéprétonique. Alors que pour une forme verbale, ce sera la prétonique. Donc, en principe, les règles ne sont pas les mêmes. Mais là, le participe, on est un peu à cheval entre les deux. D'un côté, le participe, c'est une forme verbale, mais d'un autre côté, c'est un adjectif que je peux mettre donc, au féminin, au pluriel, etc. Et donc, vous allez trouver des hésitations, y compris dans la Bible. Vous allez voir, vous allez avoir tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc là, vous allez avoir plutôt Mekadesha, autrement dit, le « et » va se maintenir, parce qu'on va dire c'est un adjectif, donc je ne fais pas chuter la prétonique. Je voudrais faire chuter l'antéprétonique, mais elle est protégée, elle est en une syllabe fermée. Il y a un dagesh, il ferme la syllabe, la voyelle est protégée. On a déjà vu ça la dernière fois, donc je reste comme ça. Et puis la tentation de dire, ah oui, mais quand même, c'est quand même une forme verbale, j'aimerais bien faire tomber le tséré, donc de dire Mekadesha, de faire Mekadsha. Donc vous aurez toujours cette hésitation. Et je crois que même quand vous lisez votre Bible, de temps en temps, vous basculez de l'un à l'autre. Voilà. Donc, vous pouvez trouver les deux. Pour le pluriel, c'est pareil, vous partez sur Mekadesh, vous mettez la finale im, et là encore, on va se poser la question de dire, est-ce que je vais faire comme pour un adjectif, Gadol, Gdola, Gdolim, c'est-à-dire c'est l'antéprétonique qui tombe, ou est-ce que je vais faire chuter la prétonique? Donc, est-ce que je vais dire Mekadeshim, donc en maintenant la prétonique, ou est-ce que je vais faire chuter la prétonique, Mekadshim? Vous allez avoir ces hésitations entre les différentes formes verbales. Ici, autant que je me souvienne, c'est la prétonique qui va tomber, vous direz Mekadshim. Si vous avez un doute, vous vous référez au tableau que je vous ai distribué, qui est l'autorité absolue en la matière. Alors, il y avait des fautes dans les premières éditions du tableau de déclinaison, enfin du paradigme de verbe, mais je pense que là, j'ai à peu près corrigé toutes les erreurs. Donc en principe, il n'y a pas de faute. Si vous en voyez, dites-le moi. Si vous croyez en voir, dites-le moi, je vous dirai si c'est vrai ou pas. Et puis, du coup, féminin pluriel, Mekadshot, avec là encore, on fait ou non chuter la prétonique. Bon, la différence, c'est que là, les postformantes sont plus lourdes, hein, c'est voyelle-consonne. Là, c'est voyelle-consonne, donc elles sont un peu plus lourdes. Donc, bon, on peut imaginer qu'elles forcent un peu plus la chute d'une voyelle. Et vous allez voir que ça ne marche pas toujours. On verra au cal, par exemple, que c'est pas tout à fait comme ça. Donc voilà pour le participe, donc, qui est lui aussi dérivé du yectol. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? Ben, c'est super. Si tout est bon pour vous, je m'attends à ce que tout le monde ait 18 sur 20 demain. Ça reste dans la tête. Hein? Demain, tout le monde aura des super notes quand même. Non, oui, une question. Attends, c'est Ève ton prénom, c'est ça? Eva, d'accord. Je suis encore en train d'apprendre les prénoms, je suis désolé. Oui, non, alors, quand tu traduis par un participe présent, voilà, en français. Là, c'est sanctifiant, tu vois. Sanctifiant, sanctifianteux, sanctifiant au pluriel, sanctifianteux au pluriel. Un truc comme ça, si vous voulez traduire. Actif, quoi, c'est pas participe.
Voilà, c'est ça. Mekadesh, c'est sanctifiant, c'est l'idée de, c'est actif, hein, c'est la voix active, le piel. La voix passive, c'est le pu'al, qu'on n'a pas encore étudié dans les détails. Mais le pu'al, c'est, là, la seule différence, c'est les voyelles qui changent. Mekudash, c'est sanctifié et, quelque chose qui est sanctifié, ou une personne qui est sanctifiée. Sanctifié et eux, etc., etc. Ça, ce serait le participe passif, donc le participe du pu'al. Mais au piel, on est à la voix active. On est à la voix active, donc c'est sanctifiant. L'action voilà, c'est celui qui fait l'action de sanctifier. Oui, une question. C'est une question par rapport à un vocabulaire. Il y avait Meller. Pourquoi ça fait Lahim? Ouais. Pourquoi le pluriel de Meller, c'est Mlachim? C'est ça ta question? Ouais. Ben, je peux y répondre, oui. On prend un peu d'avance parce que j'avais prévu de faire ça dans une leçon. C'est dans une leçon qui arrive un peu plus loin, mais je peux tout à fait y répondre maintenant. Vous regardez le mot Meller. Vous observez, si vous regardez la vocalisation de ce mot, vous observez un modèle dont je viens de parler. Une adaptix, c'est ça. Vous repérez une forme ségolée. Donc, Meller, c'est un ségolé. Donc, où la deuxième voyelle, ici, vous avez deux voyelles, hein, il se termine par deux ségoles. Le deuxième n'a pas l'accent, le premier a l'accent. Et donc, du coup, on se dit, ce ségole-là, ça, c'est une anaptix. On se dit, en fait, ce deuxième ségole, il est artificiel. Le mot lui-même, normalement, ne devrait pas avoir de voyelle ici. Je devrais terminer par deux consonnes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je devrais avoir comme voyelle? Voilà, vous me posez la question. Vous dites, mais maître, enseignez-nous, dites-nous la vérité. Vers qui d'autre irions-nous? Non, pardon. Voilà. Bon, c'est vrai. Ceux qui rigolent, ils connaissent un peu leur Bible, c'est bien. En fait, ce que je devrais avoir, c'est cette forme-là, malk. Alors, je vais mettre un astérisque, parce que ça veut dire que, quand on met une astérisque, ça veut dire que c'est une forme hypothétique, une forme qui n'est pas une forme réelle. Voilà. L'astérisque, ça n'existe pas en hébreu. Hein. C'est astérisque comme on écrit en français. Hein. Ne cherchez pas ça dans votre Bible. Donc, je peux mettre en translittération si vous voulez. Vous avez une forme primitive malk. Et c'est ça c'est ce mot, le mot roi, en proto-sémitique, c'est ça. Voilà, c'est malk. À la base, c'est ça, malk. Seulement, voilà, en hébreu, je ne peux pas écrire, et dans la plupart des langues sémitiques d'ailleurs, je ne peux pas écrire deux consonnes en fin de mot. Lk. Non, on n'arrive pas. Alors que dans d'autres langues, ce n'est pas difficile du tout. Pensez à Hulk, par exemple, ça ne pose pas de problème. Voilà. Mais, ou talc, je ne sais pas, bref, voilà, pensez à ce que vous voulez. Mais en hébreu, on ne peut pas. Alors, du coup, c'est pour ça qu'au lieu d'écrire malk, je vais insérer une petite voyelle, un petit et bref, malek, l'accent restant bien sûr ici, c'est la seule vraie voyelle. Malek, donc de malk, je passe à malek, l'accent restant ici, malek, et avec un ségol, et ce ségol va, donc ça entraîne ça, qui va entraîner la contamination. Le ségol va contaminer la voyelle qui précède, donc je vais avoir melek. Et l'accent va bien sûr rester là, ce qui donne donc meler en hébreu. Voilà, ce qui va donner meler en hébreu, c'est la forme que vous rencontrez. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez que cette forme-là, vous aurez du mal à comprendre les autres formes. Par exemple, alors on n'a pas encore vu évidemment, mais par exemple le féminin de meler, vous mettez un A à la fin, hein, rappelez, shir, un chant, shira, une chanson, tov, tova. Si vous avez meler et que vous le mettez un A à la fin, vous allez penser à melecha. Et pourtant, vous avez la surprise de voir que la reine, ce n'est pas melecha, c'est malka. Et comment vous arrivez à malka? En fait, vous repartez de malk, tout simplement, et vous ajoutez un A. Donc, quand vous partez de meler, vous ne comprenez pas pourquoi on arrive à malka. Mais si vous repartez de la forme primitive malk,
Alors là, tout s'explique. De Malk, je passe au féminin, Malka. Et même, on verra bientôt les pronoms possessifs. Mon roi, vous mettez un i à la fin. Malki. Mon roi, c'est Malki à la fin. Alors, ce n'est pas Méléchi. Donc, c'est vrai que les étudiants qui apprennent le vocabulaire Meller, roi, ne comprennent pas pourquoi de Meller, on passe à Malka, Malki, etc., etc. Ça pose un problème. Et une fois que vous voulez passer au pluriel, vous ajoutez la forme im au final. En fait, vous allez, là encore, insérer une voyelle entre les deux consonnes ici, et cette voyelle, ce sera un A. Donc, vous partez de la forme malak plus la finale im, ça vous fait malakim, sauf que, bien sûr, le im va prendre l'accent et va faire chuter l'antéprétonique. Donc, c'est pour ça que vous allez arriver d'une forme, alors, d'une forme qui serait malakim, quelque chose comme ça, malachim. Pourquoi je mets des kametz? Parce que je suis en syllabe ouverte. Hein. Vous savez, un A, par défaut, vous mettez une voyelle A en syllabe ouverte, vous mettez un kametz par défaut, vous faites tomber l'antéprétonique. Effectivement, ce qu'il faut bien retenir, c'est cette apparition du A entre les deux, et c'est le cas pour tous les ségolés en hébreu. Je vous donne un autre mot ségolé, je vais vous donner du coup deux autres mots ségolés qui sont du même type, mais avec une voyelle primitive autre. Vous voyez, la voyelle primitive ici, c'est un A. Mais vous savez qu'il y a trois voyelles primitives dans les langues sémitiques, A, I, U. Alors, si vous prenez le mot sefer, par exemple, vous n'avez peut-être pas appris dans, je ne me souviens pas où est-ce qu'il apparaît dans les listes de vocabulaire, mais croyez-moi, il apparaîtra très vite. Donc, il vaut mieux que vous le sachiez. Sefer, en hébreu, c'est le livre, tout simplement. Sefer, le livre. Eh bien, si vous regardez Sefer, vous verrez le même phénomène. Deux voyelles, ça se termine par deux voyelles. Alors là, c'est effectivement un serré, pas tout à fait un ségol, mais c'est lui qui a l'accent. Et vous voyez, là encore, le ségol n'a pas l'accent, le ségol est une anaptix. Eh bien, en fait, la forme primitive de Sefer, c'est Cypre. Même chose, même phénomène. C'est ce qu'on appelle des schèmes monosyllabiques. Vous n'avez qu'une seule syllabe, Malk, avec une voyelle A. Là, c'est une voyelle primitive I. Et donc, même phénomène, on a inséré une voyelle anaptictique entre la deuxième et la troisième consonne, qui du coup a contaminé la voyelle qui précède. Donc, on est passé de Cypre à Cyper, et de Cyper à Seper par contamination. Et le P ici se prononce Sefer. Alors oui, alors la contamination, vous voyez, le ségol a attiré, j'avais un I ici, j'ai un ségol ici. En fait, le ségol, par contamination, a attiré le I vers lui, mais il l'a décalé que d'un cran. C'est pour ça que vous allez le trouver écrit avec un serré. Parfois, le ségol tire encore davantage, et vous avez effectivement un ségol. Pour Sefer, je ne crois pas. Sefer, il me semble qu'on le voit toujours écrit avec un serré, mais d'autres ségolés, vous allez parfois rencontrer d'autres ségolés où vraiment le ségol a vraiment contaminé l'autre suffisamment pour l'attirer jusqu'à lui. Là, il l'a tiré que d'un cran, c'est donc un serré. C'est quand même une anaptix, hein. Le ségol qui est ici, c'est une anaptix, absolument. Et donc, du coup, vous arrivez donc à Sefer, et pour la forme du pluriel, vous allez là encore ajouter ce A entre les deux, Sipar, vous allez trouver sur une forme Sipar primitive, et donc Sipar plus im, ça fait Siparim, donc vous écrivez Siparim, mon A je l'écris Kametz parce que je suis en syllabe ouverte, sauf qu'effectivement l'antéprétonique va tomber au pluriel, comme Gdolim, Gadol, Gdolim, donc ça va faire Sfarim. Sfarim, c'est le pluriel de livre, Sefer au singulier, Sfarim au pluriel. Voilà, donc bon, je pense qu'on y reviendra parce que dans une leçon, je sais pas, la 7 ou la 8, quelque chose comme ça fait partie du... Donc vous verrez qu'il y a aussi des mots du même principe, des monosyllabiques primitifs, avec une voyelle OU. Par exemple, Kodesh en hébreu, c'est Kudj en fait. Bon, je vais l'écrire là dans un coin tant que j'y suis. Kodesh, c'est la sainteté, vous reconnaissez la racine, kof dalet shin, c'est la notion de sainteté, hein. Être saint, kadash, kidesh, sanctifié, kodesh, c'est la sainteté. Eh bien, vous remarquerez, quand vous apprendrez ce mot de vocabulaire, que l'accent est sur la première syllabe et non pas sur la deuxième. Kodesh.
Pourquoi? Parce qu'en fait, primitivement, la forme primitive, c'est Kutch. La forme primitive, c'est Kutch, donc voyelle primitive OU. Je vous disais, il y a 3 voyelles primitives dans les langues sémitiques, I, A et OU. Et donc, vous trouverez des monosyllabiques des 3 types, avec un A, avec un I et avec un OU. Et vous verrez encore le même phénomène avec donc l'anaptix et du coup la forme au pluriel, on va dire kodashim, quelque chose comme ça. Alors, soit vous faites tomber kdashim, soit vous gardez, parfois on va trouver avec un shva coloré. Mais donc au pluriel, ça fera comme melachim, mlachim ou sfarim, kdashim ou kodashim si vous colorez un peu le shva. Donc ça, voilà, c'est la mécanique un petit peu pour répondre à ta question. C'est ce qui fait qu'effectivement, quand vous apprenez votre vocabulaire, vous ne voyez pas trop le lien entre meler au singulier et mlachim au pluriel. Pour comprendre ça, il faut revenir en arrière. C'est pour ça que je vous donne toujours les explications sur l'étymologie, l'origine du mot en hébreu. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, il faut remonter en arrière. Et ce n'est pas spécifique à l'hébreu, c'est vrai pour toutes les langues. En français aussi. Pourquoi on dit un cheval, des chevaux? Excusez-moi, pourquoi on ne dit pas des chevals avec un S? Eh bien, l'explication, on la comprend si on remonte dans un état antérieur de la langue. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi la finale de cheval, c'est AUX, et pourquoi le L est tombé. Donc, dans toutes les langues, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut remonter dans le temps à un état antérieur de la langue. Alors, vous n'êtes pas obligé de comprendre ce qui se passe, vous pouvez simplement apprendre par cœur. La plupart des Français ne se posent pas la question de pourquoi le pluriel de cheval, c'est chevaux. On leur apprend à l'école en disant non, c'est une faute, le pluriel de cheval, c'est chevaux, il faut le savoir, un point, c'est tout. Et donc, on l'apprend bêtement. Donc, vous pouvez aussi apprendre bêtement que le pluriel de Meler, c'est Mlachim. Moi, ça ne me pose aucun problème. Il y a des millions d'Israéliens qui ne se posent pas la question de savoir pourquoi le pluriel de Meler, c'est Mlachim. Mais si, comme moi, vous aimez comprendre plutôt que d'apprendre, eh ben, je vous donne l'explication. Et maintenant, vous savez pourquoi le pluriel de Meler, c'est Mlachim. Alors, d'autres questions peut-être avant qu'on avance? Oui. Oui. État construit, donc. Il y a l'exercice dans la page 74. Oui. Et je n'ai pas compris, j'ai essayé de faire l'exercice, relier le mot à l'état absolu, à son état constant. Et après, c'est des langues. Alors, exercice, page 74. Alors, qu'est-ce que c'est que cet exercice, page 74? Relier le mot à l'état absolu, à colonne de droite, à son état construit, colonne de gauche. Bah oui. Tu as d'un côté dans la colonne de gauche, tu vas avoir des états construits. Par exemple, Yoshfe haaretz. Tu vois, Yoshfe haaretz, tu as un état construit ici. Et il faut se dire quel est l'état absolu. Tu vois, Yoshve, c'est un état construit. Quel est l'état absolu correspondant à Yoshve? Yoshve, c'est l'état construit de quoi? Tu vois, si tu regardes Yoshve, Yoshve, on te dit c'est un état construit. Un Yoshve haaretz. Tu pourrais mettre un makef si tu veux entre les deux, ce qui n'est pas obligatoire évidemment. Donc là, tu as un état construit, l'état absolu. Et du coup, il faut que tu puisses identifier, d'abord, à quoi on voit que c'est un état construit. Alors, qu'est-ce qui vous dit que c'est un état construit? Oui, c'est tséréiode. Hein. Vous voyez, cette finale tséréiode, ça vous dit que c'est l'état construit du masculin pluriel. Donc ça, on sait que c'est masculin pluriel construit. Tséréiode, masculin pluriel construit. Donc du coup, si je veux avoir le même mot, mais à l'état absolu, ce serait quoi? Yosh quoi? Non, et le bet, alors t'en fais quoi? Et le shin, t'en fais quoi? Yoshvim. Voilà. Donc, vous dites, bah, l'état absolu correspondant, c'est le masculin pluriel, la finale de masculin pluriel, normal, à l'état absolu. Im. Non pas et, mais im. Donc, tu cherches dans la colonne de droite, est-ce que je vois Yoshvim quelque part? Ah oui, regardez, il est là, la deuxième ligne. Et donc, tu tires un petit trait entre les deux pour relier les deux. Alors, le corriger, quelle page? 84. Bah, tu vois, c'est ce qu'il a fait.
En face de Yoshvet, ils ont mis Yoshvim. Non, ça te paraît pas convaincant? En face de Yoshve Haaretz, à la page 84, tu as bien Yoshvim. En face de Sfat Hayeor, tu as Safa, Pne Panim, Malkat c'est Malka, Yede c'est Yadaim, et Mishpechot c'est Mishpacha. Mishpachot, pardon, voilà. Donc voilà, il y a bien les états absolus à construire. Il n'y a pas d'erreur. Parfois, il y a des erreurs hein, dans le corrigé du manuel, ou même des fautes typographiques. Ce n'est pas des erreurs, genre, c'est souvent des fautes typographiques. Donc voilà. On continue? Bon. Ah oui, tu avais une question, Anna. Oui? Ouais. Oui, c'est du PL, ouais. Ouais, alors, bonne question. Là, c'est pareil, je peux y répondre si je reviens en arrière. En fait, les voyelles primitives, ce sont des A. Et c'est vrai pour pratiquement toutes les conjugaisons. Les voyelles primitives en proto-sémitique, ce sera des A. Mais ces A en hébreu vont évoluer, vont être susceptibles d'évoluer en fonction de leur position. Donc imagine que le piel ou le soit kittel, ce soit, en fait, la forme primitive, c'est kattal. Si je prends l'idée kof tet lamed, hein, si je prends la racine kof tet lamed qui me sert pour mon paradigme, en fait, imagine que ce soit 2A, kattal. Plus éventuellement des préformantes, plus des postformantes. En arabe, par exemple, on a gardé les voyelles A primitives, il n'y a pas de problème. En hébreu, en fait, ce qui va se passer, c'est que le A ici va évoluer en E quand tu seras au yiktol. D'accord? En fait, il va évoluer en E quand tu seras au yiktol, ou de manière générale, ouais, je pourrais même dire en finale. Oui, c'est ça. C'est-à-dire si tu construis une forme où où le A ici est en fin de mot. En fin de mot, au lieu de dire katal, tu diras katel. Et ici, le A ici va évoluer en I à l'initiale. Autrement dit, si j'ai une préformante, je ne suis pas l'initiale, je garde mon A. Ici, si je suis en fin de mot, je vais laisser mon E. Et ensuite, alors je vais éventuellement mettre des postformantes, mais souvent la voyelle elle va tomber, elle va se maintenir uniquement pour le féminin pluriel, mais on va garder quand même le E. Donc ici, ça explique que tu vas te retrouver, si je suis au PL, pour tout ce qui est yiktol, du coup, au yiktol, je vais avoir toujours le A, et je vais avoir toujours le E. Alors que pour le katal, je vais avoir un I à l'initiale parce que je n'aurai pas de préformante. Et ici, je vais garder soit mon A quand il y a des postformantes, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Par exemple, ti, première personne du singulier, qui tal ti, ou bien je vais avoir un serré uniquement en finale. Et encore, parfois, il va rester au A. Donc, en fait, c'est vrai que les voyelles, quand tu regardes les voyelles entre le katal et l'yiktol, tu as l'impression qu'elles changent. Tu dis A, mais au katal, c'est I, A, IA ou IE. Au yiktol, c'est AE. En fait, primitivement, ce sont des A, mais ils ont évolué en hébreu. Et c'est souvent des mécanismes comme ça de déplacement de voyelles. Alors, soit vous connaissez ces mécanismes, soit vous apprenez les formes quand vous apprenez vos conjugaisons. En l'occurrence, ce n'est pas très compliqué de retenir AE pour le yiktol. Pour le katal, c'est ce que je veux voir maintenant avec vous, justement. C'est faire le katal, c'est ce qu'il nous reste à faire pour le PL. Et c'est justement voir que les voyelles, en fait, sont les mêmes, mais que vous allez avoir, en fonction de la position de la voyelle, de dire est-ce qu'elle va bouger ou pas. Oui. Ah bah, oui, il faut garder ça en tête, AE. Ouais. Quand vous faites votre yiktol au PL, ce sera AE. C'est deux A primitifs, mais le deuxième A devient un E en hébreu au yiktol.
Alors qu'au cal, justement, au catal, pardon, il faut garder cette idée. C'est vrai que vous apprenez pi L. Hein, quand vous apprenez pi L, vous dites ah pi L, vous entendez IE. Mais en fait, c'est un peu un piège d'apprendre ça comme ça. Parce que comme vous allez le voir, si je fais, justement, je vais faire le catal. Et comme vous allez le voir, en fait, bon, vous avez bien sûr votre dagesh dans la deuxième radicale. Mais en fait, ce que vous allez avoir, c'est IA. 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 Pratiquement tout le temps. Ce I à l'initial, il n'est pas primitif. À la base, vous aviez un A. C'était katal. Katala. Katal en proto-sémitique. C'était qu'une voyelle A, mais la voyelle A est devenue I en hébreu parce que c'est un A bref en syllabe initiale fermée atone. Alors, je peux vous le noter, mais c'est un A bref en syllabe initiale fermée atone. Il vous faut toutes ces conditions. Un A bref en syllabe initiale fermée atone devient un I en hébreu. Mais là, vous n'êtes pas obligé d'apprendre ça. On appelle ça un A entravé. Jean Marguin, qui est un grand maître des études sémitiques en France, appelait ça le A entravé. C'est juste pour vous expliquer. Voilà. Et je vous avais donné même un exemple la dernière fois, la semaine dernière. Je vous avais dit, pensez à Myriam et Mariam. Le prénom, c'est Mariam. Le prénom primitif, c'est Mariam. Mais Mariam, c'est la forme que vous trouverez en araméen, que vous trouverez en arabe, que vous trouverez, je ne sais pas, bref, dans les autres langues sémitiques. Mais en hébreu, vous ne trouverez pas la forme Mariam, vous trouverez la forme Myriam. Parce que ce A, qui est un A bref dans une syllabe initiale fermée atone, est devenu un I. Donc ça, c'est un mécanisme propre à l'hébreu par rapport à d'autres langues sémitiques. Et c'est ce qui explique qu'ici, vous allez avoir un chirek, alors que en arabe, vous aurez un A, en araméen, vous aurez un A, etc., etc. En hébreu, en revanche, vous allez avoir un I à l'initiale. Et vous ne l'avez pas non plus au yiktol. Vous dites yekattel, parce qu'au yiktol, vous n'êtes pas à l'initiale. Vous n'êtes pas en syllabe initiale, yekattel. Vous voyez, donc, bon, ça, vraiment, c'est vraiment pour ceux que ça intéresse. Hein. Je vous dis, c'est quand même assez technique. Mais c'est juste, si vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est un I au katal alors qu'on avait un A au yiktol, ben je vous explique. Au yiktol, vous n'êtes pas à l'initiale, alors que là, vous êtes à l'initiale. Donc, vous allez avoir, vous écrivez donc vos racines. Et là, vous allez mettre donc vos postformantes. Je peux changer de couleur pour les postformantes. Rappelez-moi les postformantes du katal. Ti, ta, te, rien, a, nous, tem, ten, ou. Et c'est pareil, les deux, en fait, c'est la même chose. D'accord. J'enchaîne une consonne par une autre, donc je mets un petit shva et un petit dagesh, un petit shva, un petit dagesh, un petit shva, un petit dagesh, un petit shva ici, un petit shva ici, un petit shva ici, voilà. Au niveau des accents, l'accent, bien sûr, par défaut, c'est kital, 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 kital. L'adjonction de la postformante peut faire déplacer l'accent. Là, ici, j'ai une postformante de type consonne-voyelle. Est-ce qu'elle prend l'accent? Non, elle ne prend pas l'accent. Là, est-ce qu'elle prend l'accent? Non. Là, est-ce qu'elle prend l'accent? Non, là, il n'y en a pas. Là, est-ce qu'elle prend l'accent? Oui, elle prend l'accent. Postformante de type voyelle, elle va prendre l'accent. L'accent est ici. Quelle voyelle est-ce qu'on fait tomber? La prétonique. D'accord?
Quand j'ai une postformante de type voyelle, c'est la prétonique qui chute. Donc, on dit quitte là. Ensuite, ici, est-ce que le nous va prendre l'accent? Non, hein, consonne voyelle ne prend pas l'accent. Est-ce que le thème va prendre l'accent? Oui, il va prendre l'accent. Quelle voyelle est-ce qu'on va faire chuter? Alors, pas la prétonique, parce que là, je suis dans le cas du type consonne, voyelle, consonne. C'est l'antéprétonique qu'on veut faire tomber. Et là, je voudrais faire tomber le i. Mais je ne peux pas faire tomber le i ici. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire tomber? Parce qu'il y a un dagesh. Kittal. Et le dagesh, qui va donc un dagesh fort, va doubler le tête, qui va donc fermer la syllabe. Hein. Ça fait kit, tal, tem. Si vous regardez, kit, tal, tem. Mon i est dans une syllabe fermée, il est donc protégé. Je ne peux pas le faire tomber. Même phénomène ici pour le ten, qui va prendre l'accent, qui voudrait faire tomber l'antéprétonique, mais on ne peut pas, parce qu'elle est en syllabe fermée. Et à la fin, le ou ici, est-ce qu'il prend l'accent? Oui, il prend l'accent. Postformante de type voyelle va prendre l'accent. Qu'est-ce qu'on fait chuter? La prétonique. Voilà, donc c'est pareil. Donc, quitte-lou, voilà, au pluriel. Quitte-la au féminin, quitte-lou au pluriel. Alors, il y a une dernière petite modification. Là, vous avez votre tableau. Mais, notez bien que à la troisième masculin singulier, et peut-être là, effectivement, le piège, c'est que le A va avoir tendance à devenir un E. Donc, au lieu de dire quitte-tal, vous allez avoir quitte-tel. Alors, les deux existent, en fait. Donc, je le mets côte à côte. C'est quitte-tel ou quitte-tal. Alors, pourquoi ce A devient un E? Parce qu'il est en fin de mot. C'est pour ça que quand vous faites votre yiktol, vous dites yekatel, tekatel, akatel, etc., etc. Vous partez sur une base de E à la fin, alors que primitivement c'était un A. Mais quand vous construisez votre forme, eh bien, vous êtes en fin de mot, vous mettez un serré. Donc vous direz quitte-tel, et c'est de là que vient le mot piel. Hein. Le mot piel, quand on dit c'est du piel, c'est parce qu'en fait on prend la racine P, Aïn, Lamed, et donc on lui met les voyelles piel. Alors, on devrait mettre un dagesh, mais le aïn, c'est une gutturale, il n'aime pas le dagesh. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on dit pi-el. Quand vous apprenez vos schèmes, nifal, hifil, etc., en fait, vous prenez le verbe pe aïn lamed et vous mettez vos voyelles. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le pi-el et pas le pi-al. Et c'est souvent ça un piège pour les étudiants. Ils disent « Ah, je dois conjuguer au pi-el », ils entendent « ie », et donc ils vont mettre des « ie » partout. Ils vont dire « quitel ti »,« quitel ta », etc. En fait, il ne faut pas partir sur une base de « ie », et il faut partir sur une base de IA. Qui talti, qui talta, qui talt, etc. Vous aurez IA partout, sauf à la troisième masculin singulier, où le A va basculer vers le E, et encore, ce n'est pas toujours le cas. Dans la Bible, vous pouvez trouver des verbes où on va garder le A, le A ne basculera pas vers le E. Le déplacement n'aura pas lieu. C'est propre à certains verbes ou on peut faire les deux pour chaque verbe? C'est une bonne question. Je crois que pour certains verbes, on trouve les deux, vraiment. Je crois vraiment pour un même verbe, tu vas tantôt le trouver avec un A et tantôt le trouver avec un E. Il y a évidemment des verbes qui vont préférer un son A, notamment les verbes qui ont une gutturale, évidemment. Mais même des verbes qui n'ont pas de gutturale, il me semble avoir vu comme ça, en lisant la Bible, des fois des verbes où on va avoir un A, et y compris dans les textes que vous avez à préparer. Vous savez, dans votre guide pédagogique, vous avez une liste de textes à préparer pour la fin de la licence. Alors, vous n'y êtes pas, vous me direz, mais bon, ça viendra plus vite que vous ne le pensez. Et du coup, même dans certains de ces versets, j'ai vu, parce qu'on a vu ça avec les étudiants, et ils ont dit « Ah tiens, c'est bizarre, j'ai un piel, mais c'est écrit avec un A ». Et je dis « Ben oui, rappelez-vous, c'est toujours un A, sauf troisième masculin singulier où ça devient un E, mais pas toujours. » Voilà. Donc, la forme que je vous donne dans le paradigme, c'est celle avec le tséré, autant que je me souvienne. Mais peut-être que je vous mets l'autre forme entre parenthèses, non? Je n'ai pas la feuille sous les yeux, là, mais est-ce que je ne vous dis pas? Si, regardez, vous voyez comme je suis gentil. Dans la colonne du piel, troisième masculin singulier, je mets quitte-tel et entre parenthèses quitte-tal. La forme que je mets entre parenthèses, c'est la forme qui apparaît moins fréquemment en hébreu. Donc,
entre parenthèses, je vous mets une forme alternative moins fréquente que la première, mais elle existe néanmoins. Et c'est même la forme primitive, en un sens. Donc elle est moins fréquente statistiquement, mais en fait, elle devrait avoir la primauté. Est-ce que vous avez des questions sur ce tableau? Oui. Alors, du coup, bon bah là, catal c'est verbe tuer, hein, je suis désolé, mais bon voilà. Donc au piel, le côté factitif, je tue et je m'assure que la personne est bien morte. Donc là, je remue le couteau dans la plaie, vous voyez, pour dire est-ce qu'elle est vraiment bien morte. Je l'étrangle comme ça. Donc non, mais souvent ça va être traduit par massacrer ou quelque chose comme ça, hein, avec la hache, tout ça, on s'acharne, quoi. Donc, oui, on peut traduire. Donc, je massacre, tu massacres, il massacre, nous massacrons, vous massacrez, il massacre, comme en français, quoi. Avec bien sûr distinction masculin, féminin, etc., etc. Alors c'est vrai que par convention, dans beaucoup de manuels, y compris dans celui-là, je crois, on prend souvent l'habitude de traduire le katal au passé, le yiktol au futur, ce qui correspond en fait à l'usage moderne, en hébreu moderne. Effectivement, le katal est utilisé pour le passé, le yiktol pour le futur, et le participe pour le présent. Vous voyez, en hébreu moderne, on a simplifié le système verbal. Je ne sais pas si c'est vraiment simplifié, disons. On l'a adapté à une mentalité, à une façon de penser qui soit plus, disons, occidentale. L'hébreu moderne, c'est essentiellement parlé par des juifs qui sont venus d'Europe et qui donc parlent dans la langue maternelle. C'était l'allemand, l'anglais, le français, etc., le russe. Donc pour tous ces juifs-là, en fait, c'était quand même plus simple d'avoir un passé, un présent et un futur. Et donc l'idée, enfin cela dit, ce n'est pas non plus, en hébreu moderne, à vrai dire, l'évolution, on la voit déjà au Moyen-Âge. On voit déjà au Moyen-Âge l'évolution avec le katal égale le passé, le yiktol égale le futur, et le participe, c'est le présent. Mais en hébreu biblique, ce n'est pas aussi simple que ça. Et je ne veux pas que vous tombiez dans le piège, et c'est pour ça que, à titre personnel, je vous encourage toujours à ne pas, dans vos conjugaisons, d'abord à ne pas utiliser les termes accompli, inaccompli. Je les utilise quand même, parce que c'est les termes que vous trouvez dans les grammaires, et voilà, donc je les connais, donc c'est pour ça dans votre tableau, je vous dis que c'est du katal, mais que ça s'appelle aussi de l'accompli, que c'est du yiktol, ça s'appelle aussi de l'inaccompli. Donc j'utilise cette terminologie-là, mais avec des pincettes, en vous mettant en garde. Et puis quand je traduis, en général, je traduis au présent. Donc, tu vois, tout à l'heure, on avait le... Où est-ce que c'était? Voilà, je sanctifie, tu sanctifies, il sanctifie. Je n'ai pas traduit, je sanctifierai, tu sanctifieras, etc., etc. Et là, de la même manière, je ne traduis pas au passé, j'ai massacré, tu as massacré, il a massacré. Je traduis tout au présent. Et c'est uniquement dans mon verset, quand vous allez traduire un verset, que là, en fonction du contexte, vous verrez, est-ce qu'on est au passé, est-ce qu'on est au futur, est-ce qu'on est au présent. C'est le contexte qui vous aidera à déterminer si il faut mettre au passé ou au futur, ou tout simplement au présent. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Il y a des textes, où, notamment les textes poétiques, ou les textes prophétiques, des oracles, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut traduire au passé? Vous pouvez traduire au passé. Hein. Bref, vous pouvez traduire tout au passé. Genre, je raconte une vision que j'ai eue, donc je la raconte au passé. Ou alors, je vous la raconte au présent parce que je suis en train de vous raconter l'histoire. C'est un choix, hein, après ça, de raconter une histoire. Mais il n'y a rien dans la conjugaison, dans la théorie de la conjugaison qui indique. Non, dans la conjugaison elle-même, vous n'aurez pas de temporalité. Vous aurez une temporalité relative avec le système de vayiktol. Comme je disais, le vav consécutif. Le vav consécutif va vous dire qu'une action est l'action qui vient. Il y a un premier verbe, puis un autre. Le deuxième, c'est la suite du premier. Donc ça se passe après le premier. Il y a une chose, puis une autre, puis une autre. Donc si vous mettez sur un axe chronologique, vous allez pouvoir mettre vos actions avec un... Voilà, vous pouvez dire il y a le verbe 1, le verbe 2, le verbe 3, le verbe 4, un verbe, puis vayiktol, voilà, et vayiktol. Et vous allez avoir une chaîne de vayiktol qui vous dit, je vous raconte une histoire. Mais le fait de raconter cette histoire, est-ce que je la raconte au passé, au présent, c'est un choix, y compris un choix narratif, même en français, j'ai le choix. Je peux vous dire, alors hier, je sors de chez moi. Et je croise Thibaut. Voilà. Et je peux vous raconter la mésaventure. Je ne peux pas vous raconter, c'est pas décent, on ne peut pas leur dire ce qui s'est vraiment passé, Thibaut, on ne peut pas. Bon, bref. Donc je ne raconte pas la suite de l'histoire. Mais je peux je peux dire, hier, je sors dans la rue, je croise Thibaut. Je vous raconte tout au présent. Voilà. On va au cinéma. Non, j'ai dit que je ne le raconterai pas. Bref. Voilà.
Mais je peux raconter toute l'histoire au présent. Alors qu'en fait, ça s'est passé hier. Je peux vous dire, je peux aussi raconter l'histoire hier. Je sortis de chez moi. Voilà. Croisé Thibaut. Nous marchâmes. Tu vois, bon, voilà. Et je peux vous tout raconter au passé simple. Nous fûmes alors. Non, mais voilà. Donc, c'est un choix narratif. Et donc, vous avez le choix dans votre traduction de dire je raconte au passé, au présent, etc. C'est vraiment un choix. Et si vous regardez les traductions de la Bible, vous observez ce choix dans les traductions de la Bible. Vous allez avoir des traductions qui vont aimer, qui vont utiliser oui, des imparfaits, du subjonctif, etc. D'autres traductions qui, au contraire, vont tout raconter au présent. C'est vraiment un choix. Ce à quoi vous devrez être sensible, en revanche, c'est, comme je vous dis, la succession relative des événements. Vaïktol, vaïktol, vaïktol. Le vaïktol, le vav consécutif, va vous dire attention, c'est une succession d'événements. Et si vous avez une chaîne de vaïktol et qu'en plein milieu vous avez un katal, je vous ai expliqué le système bipolaire du système verbal en disant en principe vous utilisez le yiktol, et si c'est une succession d'événements, c'est du vaïktol, et puis d'un seul coup, si à un moment donné vous voulez dire autre chose que attention, le verbe qui suit n'est pas simplement la suite du premier, vous allez utiliser le katal. Et le katal va vous extraire de cette chaîne de verbes. Le katal va dire soit non pas une action ponctuelle, mais plutôt un environnement. Voilà, il faisait beau ce jour-là. Hein, je dis, voilà, j'ai une action ponctuelle, je dis, je pars, je me lève, et d'un seul coup, le soleil brillait. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est pas que le soleil s'est mis à briller. Si j'utilise du vaïktol pour dire que le soleil brille, c'est, voilà, je sortis de chez moi, j'ouvris la porte, le soleil se mit à briller. Non. C'est pas une action d'entraîner une autre. C'est pas le fait que j'ouvre la porte qui est suivi par le fait que le soleil brille. Non. Je veux dire que le soleil brille, mais le fait que le soleil brille n'est pas la suite, donc je ne peux pas utiliser le vaïktol. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, vous allez vous extraire de cette chaîne de vaïktol et vous allez mettre un katal. Et d'un seul coup, non, le fait que le soleil brille, au fait, j'ai envie de vous dire quelque chose, le soleil brille. Mais ce n'est pas la succession logique ou chronologique de ce qui précède. Donc je ne vais pas utiliser le vaïktol. Là, je vais utiliser un beau katal pour dire, ah voilà, le soleil brille. Indépendamment du fait que j'ouvre ma porte. Avant même que j'ouvre la porte de chez moi, le soleil brillait. Mais je m'en suis rendu compte au moment où j'ai ouvert la porte. C'est au moment où je suis sorti de chez moi que je me suis rendu compte que le soleil brillait, mais il brillait déjà avant, certainement. Donc, je peux pas. Donc, c'est là que vous allez utiliser un katal. Et c'est pour vous dire que si je vous raconte tout ça, tout est au passé. Je sais pas, ou tout est au présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la temporalité, elle n'est pas absolue. Ce n'est pas de dire, ah, le katal, c'est du passé, le yiktol, c'est du futur, ou j'en sais rien. C'est de dire, soyez sensible au fait que l'action, soit elle se produit, elle est ponctuelle, et j'évoque une action qui est la suite logique ou chronologique de la précédente, ou alors au contraire, katal me dit, voilà, le soleil brillait. Ce jour-là, il faisait beau. Ou alors, si je veux revenir en arrière, des fois, vous dites, voilà, je me lève, j'ouvre ma porte, et là, je me rends compte que la veille au soir, j'avais oublié de fermer ma porte à clé. J'avais oublié, je reviens en arrière. Donc là, pareil, si pour X raison, le verbe qui est ici, je ne veux pas qu'il soit dans la suite, si je veux l'extraire, soit parce que c'est un environnement, soit parce que je veux revenir en arrière, eh bien, je vais utiliser un beau katal pour dire, ah oui, mais en fait, voilà, il était venu, etc., etc. Et vous avez ça dans la Bible. Hein. Le prophète était venu, lui avait dit que, etc., etc. Et là, vous êtes obligé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand vous traduisez, si c'est juste des conjugaisons que je vous donne, moi, mon habitude que j'ai, c'est de traduire au présent. Parce que je ne sais pas. Moi, je dis kitalti, je tue. C'est peut-être j'ai tué, peut-être je tuerai. Surtout si c'est un vékatal, hein, si c'est vekitalti. Alors, on verra qu'au vékatal, je suis susceptible de faire déplacer l'accent. Bref, on verra ça en son temps. Mais si c'est un vékatal, c'est je tuerai, je massacrerai. C'est du piel en plus. Donc, si c'est du vékatal, c'est je massacrerai. Et là, ce sera du futur d'un seul coup. Donc, voilà, moi, si je vois kitalti, est-ce que c'est du passé? Est-ce que ça peut être du futur si c'est un vékatal? Ça peut être du présent. Donc, je préfère tout traduire au présent. Donc, quand vous déclinez des verbes, quand vous faites vos conjugaisons comme ça, ne vous prenez pas la tête. Mettez tout au présent. Que ce soit du yiktol ou du katal, vous mettez au présent. Et c'est uniquement dans des phrases, si vous traduisez une phrase, que vous pouvez dire, ah oui, mais dans cette phrase, là, c'est du passé, c'est du présent, c'est du futur. Et encore, c'est pareil, une phrase isolée, si je vous donne une phrase à traduire, voilà,
le roi règne sur le pays, enfin je sais pas quoi, enfin vous savez les phrases qu'on a quand on fait des exercices, le chat mange la souris, ou je sais pas, enfin bref, voilà, quand on fait des petites phrases comme ça, quand on apprend une langue, on fait pas des grosses phrases, on fait des petites phrases bêtes, ce genre de petites phrases, on ne sait pas si c'est du passé ou du futur. Si je dis David dit à Salomon, tu es beau mon fils, ou je sais pas, bref, voilà, vous pouvez le mettre au présent. Si je vous donne ça à traduire à l'examen, vous pouvez me le traduire au présent, ça ne me dérange pas. Vous pouvez le mettre au passé, bien sûr, voilà. Mais voilà, donc pas de problème au niveau de la temporalité quand vous regardez juste les formes. Mais pour l'instant, on s'attache surtout à apprendre ces conjugaisons. Oui, une question. Ouais. Oui. Alors oui, on est bien consonne, voyelle, consonne. On veut faire chuter l'antéprétonique ici et ici donc, mais je ne peux pas parce qu'elle est protégée. Elle est dans une syllabe fermée. Imagine si je voulais, si j'enlevais le i, ça me ferait taltem. Hein? Parce que tu as taltem. Si j'enlève le i, ça fait taltem. Et ça, c'est pas possible. En hébreu, ça me ferait 3 consonnes de suite. Non, en hébreu, c'est pas possible. Donc le i, je ne peux pas le faire tomber. Si je n'avais pas de dagesh, hein, ça c'est grâce au dagesh. Si je n'avais pas de dagesh ici, si je n'ai pas de dagesh, qu'est-ce que j'aurais eu? Alors je mets une astérisque, parce que j'en mets même 2, parce que c'est une forme qui ne se présentera pas. J'aurais kitaltem, d'accord, et là, effectivement, je pourrais supprimer, ça ferait ktaltem. Ça, on peut faire en hébreu. Ktaltem, pas de problème. Avec 2, là, ça va. 2, ça va. Un cheval entre 2 consonnes au début, ça va. Mais alors, ktaltem, non, ça, c'est pas possible. Donc, on dit qu'il est protégé. Comme il y a 2 gardes du corps, comme ça. On dit qu'il est protégé. Mais voilà, effectivement, consonne, voyelle, consonne, vous aurez envie de faire tomber la voyelle, vous serez tenté de faire tomber la voyelle, et je sais que plusieurs d'entre vous succomberont à la tentation à l'examen. Et vous ferez l'erreur et vous perdrez des points. Et votre vie sera un désastre, et vous irez vous noyer dans le caniveau, en disant « Ma vie n'a plus aucun sens, j'ai mis un cheval alors que c'était un rirek. » Voilà. À quoi bon vivre? Oui? Donc au Cal et Piel, il n'y a que le dagesh qui change. Alors, au cal, on n'a pas encore fait le cal. On a commencé par la Catal avant. On a fait le système verbal de manière générale. Et donc... Quand on a vu cette terminaison-là... On l'avait fait au cal? On l'a déjà fait au cal? Ah, c'est possible, je ne me souviens plus. Tu sais, des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, et donc... D'accord. Donc, effectivement, au cal, c'est AA, vous mettez 2 voyelles A, donc catalti, catalta, etc. Vous n'avez pas de dagesh, vous avez 2 A. Et là, au catal, vous pouvez faire tomber ktaltem. Effectivement, ktaltem, ça fait ktaltem. Donc, si vous êtes au cal... Non, il n'y a pas que le dagesh, il y a aussi les voyelles, AA. Au cal, vous n'avez pas de dagesh et vous avez 2 A. Catal, catalti, catalta, etc. Si vous regardez la colonne de votre tableau du cal, vous verrez qu'au cal, vous avez 2 A, tout simplement. Vous avez 2 A. Alors, en syllabe ouverte, s'écrira kames, en syllabe fermée, s'écrira patar. Et là, du coup, il n'y aura pas de dagesh, bien sûr. Et ici, vous pourrez faire tomber kataltem, ça fera ktaltem. Là, il n'y aura pas de problème. Oui, une question? Oui, oui. Pardon? Ah, le VAF consécutif. Le VAF consécutif, vous allez le trouver devant un yictol. Par exemple, yekatel, hein, si je suis au piel, hein, yekatel. Et vous allez le trouver devant un catal. Ou au pied, ça fera kittel. Kittel ou kittal. On a vu qu'on avait droit aux 2 voyelles, kittel ou kittal. Donc, au yictol, le VAF consécutif va se présenter comme va être vocalisé patar et dagesh.
vayiktol. Vayekatel. D'accord? Ah, ça marcherait aussi à la deuxième personne. Si je prends, par exemple, qu'est-ce qu'on avait comme verbe kadesh? Voilà. Si je dis t'es kadesh. T'es kadesh, tu sanctifies. Toi, homme, tu sanctifies. Si je mets le va plus patar plus dagesh, alors cette fois-ci un dagesh fort, va t'es kadesh, c'est alors tu sanctifies. Oui, 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 au vayiktol, absolument. À toutes les personnes. Alors, première personne du pluriel, Nekadesh. Nekadesh, nous sanctifions. Nous sanctifiâmes. On peut mettre au pluriel. Si je mets le va devant, Van Nekadesh. Nous sanctifiâmes alors. C'est beau. Van Nekadesh, nous sanctifiâmes alors. Le seul problème, ce sera la première personne du singulier. Hein? Pourquoi? Parce qu'à la première personne du singulier, on a une gutturale, donc akadesh. Hein? Donc déjà la gutturale, elle m'a déjà cassé les pieds parce qu'elle ne voulait pas du shva. Donc déjà, il a fallu que je colore le shva. Déjà. Et en plus de ça, quand je vais vouloir mettre mon patar plus dagesh, ma gutturale va dire « Ah non, je ne veux pas de dagesh ». Alors attendez, je vais changer de couleur. Donc il va me dire, donc je veux lui mettre, pourtant il est beau mon dagesh. Ben non, elle n'en veut pas. Elle va dire, pas question, je ne veux pas de ton dagesh. Et du coup, mon A va se retrouver en syllabe ouverte, et donc je vais avoir un déplacement de timbre, je vais l'écrire kametz et non patar. Va à Kadesh, je sanctifiais alors. Mais sinon, le principe est le même, au yiktol, c'est patar plus dagesh, patar plus dagesh, patar plus dagesh. Au katal, le vav consécutif, donc le vav consécutif, on va appeler ça le vayiktol. C'est pour les intimes, hein. Vayiktol, c'est pour les intimes. Alors qu'ici, le vav consécutif, ici, il ne va pas se distinguer, ça va être un vav simple. C'est un vav consécutif. Vous n'allez pas le voir, on va l'appeler le V-catal. Alors qu'en fait, je vous dis, on ne verra pas vraiment de différence, sauf à certaines formes. Par exemple, si j'ai katalti, première personne du singulier, katalti, si je mets mon vav consécutif, V-katalti, en fait, je vais avoir un déplacement d'accent. Au lieu de dire V-katalti, je vais faire V-katalti. Donc, c'est la seule chose que vous aurez à vous mettre sous la dent pour identifier le vav consécutif au katal. Donc, vous voyez que le vav consécutif au katal, il est beaucoup plus discret, beaucoup plus difficile à identifier, et du coup, les grammairiens en déduisent que c'est une construction peut-être artificielle et tardive. D'abord, le katal lui-même comme conjugaison est tardif, d'une part. Le katal, dans la langue, est apparu plus tard que le yiktol. Et on pense que quand on a créé le katal comme nouvelle conjugaison par opposition au yiktol, hein, le côté, comme je dis, bipolaire, hein, on s'est dit, bah, puisqu'il y a un vayiktol, il nous faut un vav consécutif, il nous faut aussi un vav consécutif. Mais du coup, voilà, c'est juste des déplacements d'accent comme ça. Et encore, il faut avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Parce que là, V-catal, l'accent, il est déjà à la fin. V-catal, je peux pas, l'accent, il ne peut pas le mettre plus loin. Donc, bien souvent, vous ne distinguerez pas, en lisant morphologiquement, vous ne verrez pas si c'est un vav simple ou un vav consécutif. Alors que là, vous le voyez bien, avec le patar et le dagesh, ça se voit bien. Oui, une question. Là, il n'y a pas la chute antéphétonique parce que devant, on a mis un vav et ça ferme le mot. Ah, le fait qu'on ait déplacé l'accent, faire tomber l'antéprétonique, bah non, je ne crois pas. Non, non, là pour le coup, je ne crois pas qu'on fera... Je pense que ce déplacement d'accent... Alors pourquoi on ne la fera pas tomber? Parce que je pense que ce déplacement d'accent, il est tardif, comme je le disais. C'est presque artificiel en fait. C'est-à-dire qu'on va juste
pour changer la prononciation, on va déplacer l'accent. Alors tu me diras, on aurait pu aussi faire chuter la prétonique, mais on n'est pas allé jusque-là. Non, on ne fait pas chuter la prétonique. Bon, ça poserait des problèmes. Hein. Si tu faisais chuter la prétonique, tu aurais deux schwa qui se suivent. Vuktalti, il faudrait faire remonter celui-ci en voyelle pleine, etc. Non, concrètement, ils ne se sont pas pris la tête à ça. Et là encore, hein, même ce déplacement d'accent, on ne le voit pas toujours. Il y a des textes là sur lesquels vous avez aussi à bosser pour votre examen de fin de licence. Et on l'a vu, on le voit en classe avec les étudiants de deuxième année. Et il y a des passages où clairement, on sait que c'est un VAF consécutif. En lisant la phrase, on voit bien qu'on est dans un VAF consécutif. Et pourtant, l'accent ne s'est pas déplacé. Donc c'est pour ça que je vous disais, le katal, c'est une conjugaison qui a été créée de façon secondaire, par opposition au yiktol. Du coup, on a introduit une notion de VAF consécutif par opposition au vayiktol, pour qu'il y ait un vekatal, mais sans que ce soit vraiment, sans que ça se distingue de façon évidente dans la prononciation. Il faut vraiment katalti, katalti, c'est vraiment juste ça. C'est vraiment très très minime. Et donc c'est juste le déplacement d'accent, de temps en temps, si le scribe est de bonne humeur, et sans faire tomber l'antéprétonique. Donc ça va vous permettre, le VAF consécutif, c'est ce que je vous expliquais donc, sur la page précédente, il va simplement indiquer que vous avez une succession, donc que le verbe qui est précédé de ça, là, le vatekadesh, tu sanctifia alors, ça veut dire que le alors, le VAF consécutif se traduit par un petit alors, qui indique le côté logique. Si j'ai une chose, alors j'en ai une autre. Si j'ai un événement, alors j'en ai un autre, c'est-à-dire il suit le premier. Alors les chaînes de vayiktol, vous aurez des chaînes de vayiktol tout le temps dans les textes narratifs dans la Bible hébraïque. Dans la Genèse, les récits des patriarches, dans le livre de Samuel, toute l'histoire de David. Dès que vous êtes dans des récits narratifs, vous allez avoir des chaînes de vayiktol. Il fit ceci, il parla, il répondit, il partit, il se coucha, il se leva, etc., etc. Et vous allez avoir toute cette chaîne de vayiktol pour ces récits narratifs. Alors si c'est des textes au futur, juste pour compléter, par opposition justement, quand on va dire je te donne une suite d'événements, je suis prophète, demain tu vas faire ceci, puis tu feras cela, puis tu feras cela, je vais utiliser le vekatal. Vous voyez, par symétrie, il y a toujours ce côté, le katal sert d'opposition au yiktol et le vekatal va servir d'opposition au vayiktol. Donc si je veux me projeter dans le futur et dire voilà ce qui va se passer, il y aura ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est là que je vais utiliser du vekatal. Tu avais une question ? Oui, c'est un peu la même idée quand tu as des dates de kai qui se suivent en grec, sauf que, en fait, ta remarque, elle est intéressante. C'est surtout que le grec que vous apprenez, c'est du grec qui est influencé, en réalité, par l'hébreu. Parce que vous lisez du grec du Nouveau Testament ou du grec de l'Ancien Testament traduit en grec, hein, de la Septante, tout ça, et en fait, c'est calqué sur les gens qui écrivent. Les auteurs du Nouveau Testament, ils écrivent en grec, mais en réalité, ils sont de leur langue maternelle. Bon, pour Paul, c'est autre chose, parce que bon, il vient de Tars, tout ça, donc lui, il maîtrise le grec très bien. D'ailleurs, vous voyez, enfin, peut-être pas encore, mais quand vous serez plus à l'aise en grec, vous verrez que lire l'Évangile ou lire une épître de Paul, c'est pas pareil, hein, le grec n'est pas le même. Hein. Vous n'aurez pas beaucoup de constructions complexes dans les évangiles, vous n'aurez pas des génitifs absolus avec des propositions subordonnées et des phrases qui font une page. Alors que chez Paul, c'est possible d'avoir des phrases qui sont très longues. Mais effectivement, et vous aurez cette succession, ce qu'on appelle de la parataxe, hein, le fait de mettre une action puis une autre, puis une autre, puis une autre, on appelle ça de la parataxe. Les actions sont mises les unes à côté des autres, alors que l'hypotaxe, c'est quand j'ai des propositions subordonnées. Voilà, je ne rentre pas dans le vocabulaire technique pour l'instant, je ne vais pas vous embrouiller avec ça. D'autres questions? Non? Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, de toute façon, c'est l'heure. Rendez-vous demain matin à 8h30. Nous commencerons par l'écrit, un écrit de 15 minutes. Nous commencerons par ça, donc ne soyez pas en retard. Bonne révision.